une lagune. À l'origine, le seul moyen de se rendre sur la terre ferme était le bateau. Mais les Aztèques finirent par construire une série de jetées parfois larges de 13 mètres, reliant leur ville lacustre aux provinces de la terre ferme. Les jetées reposaient sur des pilotis aussi solides que ceux servant aux fondations des temples. Par milliers, on les enfonçait au plus profond du lac, un défi logistique qui ne pouvait être relevé que par une main-d'œuvre bien formée et les meilleurs ingénieurs de Mésoamérique. Pour construire une jetée, 2 rangées de pieux étaient alignées. L'espace entre eux était comblé avec des pierres et de la terre jusqu'à atteindre plusieurs mètres au-dessus du niveau de l'eau. Cela permettait à la chaussée de supporter d'énormes charges. Ces jetées étaient rectilignes, très larges, avec des ponts-levis, et elles reliaient la cité avec le nord, l'ouest et le sud. Grâce à ces routes, les Aztèques transportaient des charges plus grandes destinées à la construction. Mais il fallait relever un autre défi. Il n'y avait pas de bêtes de somme en Mésoamérique. Les hommes se débrouillaient seuls, sans chariot, sans roues. Les petites charges étaient portées à dos d'homme grâce à une lanière qui prenait appui sur le front. Les blocs de pierre ou les sculptures des temples étaient halés à l'aide de cordes, probablement sur des rondins. D'après la légende, il fallait la force de 50 000 hommes pour acheminer une pierre destinée à un temple depuis la montagne sur le continent jusqu'à la ville. Les jetées permettaient aussi aux Aztèques d'approvisionner Tenochtitlan en eau potable. Auparavant, ils transportaient l'eau dans des canoës depuis la rive, mais l'explosion démographique exigeait une solution mieux adaptée à la demande. Ils voulaient utiliser l'eau des sources du continent et ont donc décidé de construire un aqueduc. Mais les sources étaient contrôlées par la tribu qui dominait la région, les impitoyables Tépanèques. Les Tépanèques contrôlaient toute la vallée. Ils avaient un puissant empire et faisaient la loi. Les Aztèques leur étaient inféodés. L'augmentation de la population aztèque fit naître les premières tensions avec les Tépanèques. Les Aztèques leur posèrent un ultimatum qui risquait de changer l'équilibre des pouvoirs dans la région. Les habitants de Tenochtitlan ont exigé des Tépanèques qu'ils leur donnent l'eau et les aident à construire l'aqueduc. La réponse des Tépanèques fut rapide et brutale. Leur roi, Maxtla, envoya des hommes assassiner le souverain aztèque. Ce fut l'étincelle qui alluma la mèche. Après des décennies sous le joug des Tépanèques, les Aztèques se décidèrent enfin à se révolter contre leurs impitoyables suzerains. Mais pour vaincre les Tépanèques, ils vont avoir besoin de l'aide de leurs voisins. Ils se rapprochèrent donc de la cité-État de Texcoco, où un dirigeant d'envergure était en pleine ascension. Son nom, Nezahualcóyotl. Son sens de l'autorité allait contribuer à forger l'Empire aztèque. Avec Nezahualcóyotl pour allié, les Aztèques opprimés étaient prêts à frapper fort. Ils lancèrent une attaque massive contre la capitale Tépanèque. Après un siège de plus de 100 jours, ils forcèrent la défense ennemie et massacrèrent leurs oppresseurs. Après avoir capturé le roi Maxtla, Nezahualcóyotl lui arracha personnellement le cœur et répandit son sang dans les eaux du lac Texcoco. Les rôles s'étaient soudain renversés. Ce jour-là marque la naissance de l'Empire aztèque. Les Aztèques ont dès lors régné sur la vallée de Mexico. Après avoir conquis la vallée de Mexico, les Aztèques pouvaient désormais se consacrer à l'approvisionnement en eau potable de leur ville en pleine expansion. Seuls, ils conçurent et construisirent ce que peu d'empires dans le monde sauront maîtriser, un aqueduc. L'aqueduc possédait 2 canaux d'1,50 m de haut sur 90 cm de large.
Ils étaient nettoyés et entretenus alternativement, si bien que l'écoulement de l'eau n'était jamais interrompu. L'aqueduc parcourait 5 km depuis le continent jusqu'au centre de la cité. En ville, l'eau jaillissait dans les fontaines et les bassins et était distribuée aux habitants dans de grandes jarres d'argile ou par canoë. Les Aztèques étaient très propres. Nous savons que l'empereur prenait 2 bains par jour. En termes d'hygiène, le peuple aztèque n'avait rien à envier aux Européens. Alors que les nobles nageaient dans le luxe, en Europe, à la même époque, la peste provoquée par des conditions sanitaires déplorables faisait des millions de victimes. La baignoire du roi Netzahualcoyotl était unique aux Amériques. Elle était alimentée par un système élaboré qui fournissait aussi l'eau courante à son palais. Derrière moi, vous apercevez la colline de Tetzcoatzinco. C'est là que Netzahualcoyotl avait bâti un palais de rêve entouré d'un jardin botanique qui comptait toutes les fleurs exotiques de Mésoamérique. Netzahualcoyotl avait fait venir l'eau de ses montagnes à travers ses collines jusqu'au palais, juste pour arroser ses plantes. Pour installer son aqueduc, Netzahualcoyotl dut inonder un immense canyon entre Tetzcoatzinco et la colline voisine. Lorsque l'eau atteignait la première colline, elle était recueillie dans de petits bassins destinés à maîtriser sa vitesse avant qu'elle n'arrive à l'aqueduc. Après avoir traversé l'aqueduc, l'eau coulait dans un canal autour de la colline de Tetzcoatzinco et se transformait par endroits en cascades qui venaient irriguer les jardins. Elle terminait son parcours dans un bassin presque parfaitement rond taillé dans la roche, baptisé la baignoire du roi. De là, il pouvait admirer son domaine de Texcoco et ses magnifiques jardins botaniques. C'est vraiment une baignoire digne d'un roi. Au milieu du XVe siècle, avec un empire en pleine expansion, le temps était venu pour les Aztèques de se choisir un souverain. Son nom, Moctezuma. Il fut le premier de 2 empereurs à porter ce nom désormais célèbre. Sa première décision fut d'agrandir les frontières de l'Empire. Les Aztèques s'emparèrent des cités-États situées au sud vers la vallée de Oaxaca, à l'ouest en direction du Pacifique et à l'est vers le golfe du Mexique. En 1449, l'Empire comptait 15 millions d'habitants. En 100 ans seulement, les Aztèques avaient accompli l'impossible, renverser l'ordre du monde mésoaméricain. Mais s'ils dominaient sur le plan militaire, leur île était à la merci d'un autre type d'ennemi. Comme la Nouvelle-Orléans, Tenochtitlan était sans cesse aux prises avec l'eau. L'un des premiers projets de Moctezuma fut de protéger sa ville des vastes étendues aquatiques qui l'entouraient. Voici ce qu'il reste du lac Xochimilco, au sud de Mexico, la Tenochtitlan des Aztèques. Ce lac, comme les 4 autres qui entouraient la ville, était alimenté par des sources. Il n'y avait ni rivière ni ruisseau pour drainer l'eau. Et s'il pleuvait beaucoup, le niveau montait et inondait la terre jusqu'à la ville. C'est exactement ce qui s'est produit au milieu du XVe siècle, où des inondations sans précédent ont balayé Tenochtitlan. La capitale et son empire ont été presque entièrement détruits et la civilisation aztèque a dû, une fois de plus, compter sur le génie de ses architectes, dont un en particulier. Moctezuma demanda à son vieil allié Netzahualcoyotl de l'aider à protéger du lac sa ville en reconstruction. Netzahualcoyotl imagina une solution qui allait faire de lui le plus grand ingénieur du continent. Il fit ériger autour de la ville une énorme digue destinée à protéger l'île et ses habitants. Elle allait représenter le plus grand ouvrage d'art des Amériques à l'époque, s'étendant sur 16 km entre les berges nord et sud du lac, à l'est de la ville.
Les murs bâtis en vannerie se composaient de branches, de roseaux, de pierres et de terre. Comme le lac était peu profond, la digue n'avait que 3,50 m de haut, mais 8 d'épaisseur. Quetzalcoatl l'équipa de portes d'écluse probablement en bois qui se levaient et s'abaissaient pour réguler le niveau de l'eau. La digue permettait aussi de protéger les réserves d'eau douce. Il était important de construire une sorte de mécanisme qui sépare l'eau salée de l'eau douce à l'ouest du lac. Une armée marche sur son ventre, disait Napoléon. Une grande provision de vivres pour les civils est à l'évidence nécessaire à l'évolution de toute civilisation. Mais les Aztèques ont mis au point une méthode unique, non seulement pour le bien de la population civile, mais aussi pour soutenir l'expansion militaire de leur empire. Cette invention révolutionnaire baptisée Chinampa permettait littéralement de créer de nouvelles terres à cultiver. La ville s'agrandissant, il fallait de la place pour ses habitants. Ils ont donc bâti ces Chinampas sur le lac. Il s'agit d'îlots artificiels construits au milieu du lac. Ils ressemblaient à d'étroits terrains de football de 90 mètres sur 9. Pour construire une Chinampa, on entassait dans l'eau des morceaux de bois sur lesquels on disposait des claies de roseaux. Ensuite, on raclait le limon de la lagune et on l'entassait sur les roseaux. Il fallait 4 à 6 hommes et 8 jours de labeur pour construire une Chinampa. Elles étaient reliées à la cité par de larges canaux de navigation. Des milliers d'ouvriers travaillaient à leur construction pendant des mois. Une Chinampa comme celle-ci pouvait donner jusqu'à 7 récoltes par an, contre 3 au maximum pour un champ traditionnel. Quand la récolte d'une Chinampa était prête à être rentrée, les semis préparés dans la vase d'un radeau adjacent surgissaient. Plus tard, on transférait ces semis sur la Chinampa et l'on répétait l'opération sur des centaines puis des milliers de Chinampas. C'est cette technique qui a transformé Tenochtitlan, simple ville tribale, en cité-État prospère. Maintenant que l'infrastructure de leur ville était en place et qu'ils contrôlaient d'immenses territoires, les Aztèques allaient repousser leurs frontières plus loin qu'ils ne l'avaient jamais fait. Ils s'apprêtaient à créer un vaste réseau routier, de véritables autoroutes pour l'époque. Mais alors que l'Empire prenait son essor, la pratique des sacrifices humains faisait de même. Des rivières de sang n'allaient pas tarder à inonder les rues de Tenochtitlan. À la fin du XVe siècle, la population aztèque avait explosé. Un nouvel empereur allait se lancer dans des conquêtes qui marqueraient l'histoire. Ahuitzotl allait se révéler plus grand guerrier encore que son aïeul Moctezuma. En 1502, Ahuitzotl avait conquis des territoires allant de la côte pacifique du Mexique jusqu'au Guatemala au sud. Son règne a symbolisé un certain âge d'or. C'est le souverain qui a ouvert les voies de communication jusqu'aux zones côtières et aux terres basses, d'où les Aztèques rapportaient leurs produits de luxe, les plumes tropicales chatoyantes, l'or et les pierres précieuses que nobles et dirigeants portaient pour marquer leur rang social. Pour transporter les richesses au cœur de l'Empire, les Aztèques construisirent un réseau d'autoroutes dans le centre du Mexique. Des messagers postés tous les 7 ou 8 kilomètres acheminaient le courrier. On pouvait expédier des messages ou des colis à plus de 300 kilomètres depuis le golfe du Mexique jusqu'à Tenochtitlan en seulement 24 heures. Plus rapide que le service postal actuel. Sous le règne d'Ahuitzotl, avec l'Empire à son apogée, les Aztèques se lancèrent dans leur plus grand projet de construction, une gigantesque pyramide au centre même de Tenochtitlan, symbole de leur pouvoir absolu. C'est le Templo Mayor, ou Grand Temple.
À sa base, la pyramide mesurait 73 mètres par 90 et elle se dressait jusqu'à l'équivalent de 15 étages. Au moins 117 marches, réparties sur 2 escaliers et s'élevant jusqu'à 60 mètres, conduisaient à des sanctuaires jumeaux, respectivement dédiés aux dieux de la pluie et de la guerre. La construction du temple se fit en 7 étapes depuis 1325, date de fondation de la cité. L'Empire grandissait en même temps que l'édifice, chaque bâtiment venant se superposer au précédent. Le Templo Mayor a été construit avec des pierres appelées tessontle, c'est-à-dire des pierres volcaniques très légères, afin d'éviter le tassement de l'édifice. Pour le sol et les murs, les Aztèques utilisèrent un matériau qui était une sorte de béton. Certains éléments retrouvés aujourd'hui sont aussi durs que le béton actuel, même au bout de 500 ans. Il fallut aux Aztèques des décennies pour achever leur monument aux dieux. Le temple resta enfoui jusqu'en 1978, date à laquelle les ouvriers d'une compagnie d'électricité découvrirent en creusant une tranchée, une grande pierre sculptée et un peu plus loin, les ruines du temple. Ce disque de plus de 3 mètres de diamètre pèse 8 tonnes et représente le corps démembré de la déesse Coyolxauhqui. Coyolxauhqui était la déesse de la lune, mais son frère l'assassina car elle avait comploté contre leur mère qu'elle croyait déshonorée. Les Aztèques n'étaient pas du tout prudes. En fait, les nobles avaient plusieurs femmes et concubines. Mais parmi les gens du peuple, surtout chez les femmes, l'adultère était interdit et sévèrement puni, souvent par la mort. Selon la légende, le frère de Coyolxauhqui lui trancha la tête puis jeta son corps en bas de la colline. Les Aztèques reproduisaient littéralement et fréquemment ce meurtre lors des fêtes qui jalonnaient l'année. Ils décapitaient leurs victimes en haut d'une pyramide comme celle-ci, puis faisaient rouler son cadavre au bas des marches jusqu'à la terrasse en contrebas. Le trésor le plus précieux des Romains était l'or. Celui des Égyptiens, la vie après la mort. Celui des Aztèques, le sang humain. Ils se sentaient redevables vis-à-vis des dieux. Ils avaient besoin de leur faire des offrandes, de donner leur bien le plus précieux, le sang humain. Les Aztèques l'appelaient l'eau précieuse. Ils croyaient que si les dieux n'en recevaient pas en grande quantité, ce serait l'apocalypse. Il était courant de décorer les murs intérieurs des temples de sang frais. L'odeur devait être pestilentielle. Pour consacrer l'édification du grand temple, l'empereur Ahuitzotl organisa un sacrifice de masse. Les têtes des victimes furent exposées tout autour de l'édifice. D'après certains chroniqueurs, 20 000 personnes auraient été sacrifiées. D'un point de vue pratique et scientifique, cela semble impossible. Je crois que les récits, écrits par les Espagnols, signifient simplement qu'à leurs yeux, les victimes étaient très nombreuses. Au cours du règne d'Ahuitzotl, on assista à de véritables hécatombes. La vie à Tenochtitlan devint vite une longue suite d'immolations. Alliés ou ennemis, tous assistaient au sacrifice. Les sacrifices sont toujours des événements rituels, mais ils ont aussi une signification politique. C'est une forme d'intimidation. À la mort d'Ahuitzotl, les Aztèques avaient institutionnalisé les meurtres sacrificiels et transformé en forme d'art les massacres sur les champs de bataille. C'étaient les plus farouches combattants d'Amérique. Un corps d'élite allait d'ailleurs se voir dédier un nouveau temple. Mais il n'était pas préparé